Shell est une compagnie cyclique et donc normalement on s'attend à voir ce genre de variation. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Shell? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Compagnie cyclique, donc comme je l'ai mentionné, on s'attend à voir ce genre de variation sur un business mature. Ensuite, on regarde la marge brute plutôt stable ou croissante. On se rend compte que la marge brute est croissante. Mais croissante depuis quand? On voit ici que techniquement, le plus bas était en 2014 et vous savez pourquoi. Pour ceux qui suivent le marché ici de l'énergie, pétrole, gaz, allez-y vérifier, je l'ai déjà mentionné 4 milliards de fois sur cette chaîne-ci. Donc, on a une croissance ici des marges brutes. Ensuite, on regarde les marges EBITDA. Est-ce qu'elles vont dans le même sens? Les marges EBITDA sont plutôt, disons, on va se dire que ça va dans le même sens, d'accord? Ça va dans le même sens également parce que voilà, entre 2000, si on prend ça ici, tac, variation, on a quand même une croissance à ce niveau-là, on revient à une certaine moyenne, ok? Ensuite, on va regarder le net income et le free cash flow, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. Mais je m'attends à voir des net income plus élevés que les free cash flow ici, parce que c'est un business à capital intensif et la dépense en capital est souvent élevée de manière ponctuelle. Donc, quand je dis ponctuelle, donc pendant une certaine période, on peut dépenser énormément en capital. Comme présentement, vu qu'elle gagne beaucoup d'argent, elles vont avoir tendance à relancer une dépense. On aura à peu près une dépense en capital de plus en plus élevée dans ce secteur d'activité, ce qui est bénéfique pour les compagnies dans le secteur, des compagnies qui proposent des services aux compagnies gazières et pétrolières. Je parle maintenant de Schlumberger, Core Laboratory, Halliburton et j'en passe. OK? Donc ces compagnies-là bénéficient énormément de l'augmentation de la dépense en capital. D'accord? Donc, je rappelle que j'ai fait une note d'analyse sectorielle pour ce type, pour l'industrie ici des extracteurs de pétrole et de gaz, ainsi que l'industrie des compagnies offrant des services aux compagnies pétrolières. D'accord? C'est deux. Donc, vous avez ça en description de la vidéo dans le service Top Premium. Donc, ici, on a à peu près quelque chose de correct. Ok, ça va dans le même sens. L'essentiel pour moi, quand je regarde les net income et les free cash flow, je veux une entreprise qui ne perd pas d'argent du point de vue free cash flow. Donc, il arrive à au moins s'autofinancer parce que je sais que la dépense en capital peut être élevée de manière ponctuelle. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller vérifier. Net income sur EBITDA. EBITDA moyen, pas EBITDA actuel. Donc, je prends le volume de la dette. L'information que j'ai ici est assez intéressante. Maintenant, je regarde le volume de la dette. La dette est à 40 milliards. Le 40 milliards en question, je le prends par rapport au bénéfice net moyen. OK, en sous-entendant que bénéfice net égale ici, bénéfice net moyen ici égale à free cash flow moyen. OK, donc on regarde la moyenne sur les 20 dernières années. Nous avons à peu près une entreprise qui rapporte 20 milliards par là. On a une dette nette de 40 milliards. On peut repayer la dette ici en 2 ans. Sur les 10 dernières années, à peu près 15 milliards. Mais n'oubliez pas, la plupart des compagnies pétrolières, sur les 10 dernières années, vous allez remarquer que la moyenne est moins élevée. Tout simplement parce que ce sont des entités. Entre 2014 et 2020, c'était une période assez compliquée pour le secteur. OK? Pour l'industrie. Sur les 5 dernières années, on revient à peu près à 20 milliards. Maintenant, les analystes s'attendent à combien? On regarde ça ici. Net income. Analyste. Ça reste une information. Parce que je sais que ce chiffre sera grosso modo faux. Dans le sens où il y a de grandes chances qu'on soit en dessous. Parce que quand le prix de la commodité est à un niveau assez élevé, les analystes sont optimistes. Quand le prix de la commodité est à un niveau très bas, les analystes sont extrêmement pessimistes. Et donc, mon rôle ici est de rester à peu près équilibré. Ni trop optimiste, ni trop pessimiste. Parce que ça reste une industrie qui a de l'avenir. Pas en termes de croissance, mais c'est une industrie qui est là pour durer. Notamment, certains vont dire, oui, mais la voiture électrique, rappelez-vous que le monde est vaste. D'accord? Avant d'avoir des voitures électriques, il faut avant tout avoir un réseau énergétique fiable. Et donc, dans des régions comme l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, ce n'est pas le cas. Et si vous prenez toutes ces trois régions-là, la majeure partie de la population se retrouve là-bas. Donc, les voitures à essence, diesel, tout ça, ont encore énormément d'avenir. OK? Et maintenant, l'ère est à l'hybride. Donc, on va plutôt vers des voitures hybrides plutôt que vers des voitures électriques. Ne l'oubliez pas. Et vous pouvez le voir. C'est pour ça que je dis toujours, tout est lié. On parle du secteur de l'énergie.
Mais je me retrouve en train de parler d'automobile. Parce que la majeure partie des gens qui prennent des raccourcis, oh, voiture électrique, c'est l'avenir, etc. Point. Oui, c'est l'avenir. Mais l'avenir, pas pour tout le monde. Et deuxièmement, on va plutôt vers des voitures hybrides. Et poser des questions aux gens qui ont des voitures électriques. Ils vous mentionneront, ils vous donneront les avantages et ainsi que les inconvénients. Je me rappelle encore hier, et je ne prends pas ça comme un exemple absolu, hein. J'ai pris un Uber et c'était une Tesla. Et je lui ai posé des questions sur la Tesla de manière générale, sur la Tesla de manière particulière et sur les voitures électriques de manière générale. Et il m'a mentionné que oui, il aime sa Tesla, les avantages, etc. Mais ce qu'il déteste, c'est quand la Tesla tombe en panne. Il avait un problème de suspension notamment et il mentionnait que ça allait lui coûter très cher parce qu'il était obligé d'aller réparer cela, la panne en question chez Tesla uniquement. Ok. Alors que si c'est une Toyota, et il parlait beaucoup des Toyota ou bien des voitures japonaises de manière générale, il mentionnait que j'aurais pu partir chez le garagiste du coin, ça m'aurait peut-être coûté moins cher, surtout que je peux aller chez plusieurs garagistes histoire d'avoir à peu près un prix de moins en moins élevé, ok, afin d'avoir une idée générale du prix. Alors que si c'est Tesla, ça sera le même prix, le prix fixé à Montréal sera le même à Toronto ou à Laval, ok. Donc ici, il mentionnait que s'il devait, ou bien quand il va acheter un nouveau véhicule, il optera pour une voiture hybride. Notamment parce que pour les longues distances, voilà, ce n'était pas l'idéal pour lui. Et il avait une Tesla, je pense le modèle c'était long range, donc je pense que c'était 400 km ou bien 600 km d'autonomie. Et il mentionnait que l'autonomie, c'est théorique, parce qu'en hiver, ce n'est jamais, le 400 km n'existe littéralement pas du tout. Il faut à peu près diviser par 2, ok, notamment par rapport à la batterie, etc. Donc, il mentionnait qu'il préférait avoir une voiture hybride et il ira plutôt vers une voiture hybride. Et après, peut-être que j'ai parlé c'est pas un échantillon représentatif ici, mais ça vous donne une idée générale de ce que les gens pensent, ceux qui utilisent ce type de produit-là. Et donc, si on revient au niveau du pétrole, pour moi, ceux qui pensent que le pétrole va disparaître, etc., je pense qu'ils sont, je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais je ne suis clairement pas d'accord avec eux. En tout cas, ils ne verront pas la fin du pétrole de leur vivant. Et le pétrole n'est pas qu'essence, etc. Ok. Donc, il y a beaucoup de dérivés derrière le pétrole. So, on a ici, les analystes s'attendent à peu près 24 milliards en N+3. Moi, ce que je vais faire, c'est je prends la moyenne des 20 dernières années, 20 milliards, à 15 fois les bénéfices, 300 milliards, moins la dette nette actuelle. Ça donne combien? On a une dette nette aux alentours de 40 milliards, moins 40 milliards. Voilà. Divisé par le nombre d'actions, nous avons à peu près combien en termes de nombre d'actions? Nous avons 6,68, 6 milliards, divisé par 6 milliards, 680. Ça donne à peu près 39 $ par action, parce que je vais arrondir. J'ai bien dit 39 $. L'entreprise cote en GBP. Et donc, il faut absolument prendre le GBP to, on va mettre ça ici. On va mettre ici, c'est combien? 39 $, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est 39 $ américains. 3,9 USD. Non, c'est pas ça. 3,9 USD to GBP. Ça donne à peu près 30,5 livres sterling. Actuellement, l'entreprise cote à combien? 28. Donc, l'entreprise sera correctement évaluée. En supplément, on regarde les actifs tangibles nets par action, histoire de voir s'ils ont tendance à augmenter. Ils sont plutôt stables les dernières années. Et le marché paye généralement combien de fois les bénéfices par rapport aux actifs tangibles nets par action pour cette compagnie? On vérifie. Le marché paye à peu près 1,3 fois les actifs tangibles nets par action sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années également 1,3 fois. Sur les 5 dernières années, on est à peu près 1,2 fois. Donc, on sera à peu près à 1,3 fois. Donc, par rapport au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Maintenant, par rapport aux dividendes,
nous avons une entreprise, rappelez-vous, qui peut reverser entre 20 et 15 milliards en termes de dividendes. Elle a la capacité de le faire. Si je prends 15 milliards, et je vous ai mentionné pourquoi est-ce que je n'ai pas pris 15 milliards dans mon calcul ici, et vous pouvez le faire, comme je l'ai toujours dit ici, je me réserve le droit de me tromper. C'est une analyse quantitative et en lisant les rapports financiers, je pourrais avoir un avis complètement différent. Je pourrais prendre un chiffre complètement différent. OK? Donc, c'est plus une démonstration. Pour ceux qui pensent que non, dès que l'on mentionne que c'est sous-évalué, il faut aller acheter ou quoi que ce soit. Non, c'est un peu plus profond que ça. Ça, c'est de l'analyse de surface. Le but est simple. Est-ce que l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist? C'est uniquement à cette question-là qu'on doit répondre. On a à peu près 8% de rendement par rapport au prix actuel, avec 15 milliards. Et donc, si on regarde par rapport aux dividendes, c'est une entreprise qui a les moyens de payer les dividendes. Parce que si on prend les 20 milliards des 20 dernières années, toujours par rapport au même calcul, on a un rendement sur coût de combien? 11%. Et on distribue un dividende de 4,85. Donc, notre plafond de verre oscille entre 8 et 11%. OK, si on distribue la totalité des bénéfices. Donc, cette compagnie a les moyens de payer ce dividende. Et elle devrait également continuer à racheter massivement les actions. Si on combine le rachat d'actions, le remboursement de la dette, le versement d'un dividende, vaut que le rendement des actionnaires est de l'ordre de 14% depuis 2021. 14. Donc, tout ce qu'elle a utilisé pour racheter les actions, rembourser la dette, si elle avait uniquement réservé cette somme-là pour le paiement d'un dividende, depuis 2021, vous aurez eu au moins en moyenne 14%. Ceux qui regardent le dividende, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, pas autrement. D'accord? Donc pour moi, en date d'aujourd'hui, Shell Group est correctement évalué, mais correctement évalué dans le sens où, voilà, ça ne sera pas un problème d'en faire l'acquisition en date d'aujourd'hui, du moins quantitativement. Donc maintenant, on ira voir au niveau des rapports financiers. Qu'est-ce qui pourrait nous encourager? Quels sont les éléments qui soutiennent les différentes hypothèses qu'on a prises? Le 20 milliards, pourquoi? Est-ce que les volumes de production vont augmenter? Est-ce que l'entreprise ici, les réserves vont augmenter, les coûts de production diminuer ou ce genre de choses-là? OK? De toute façon, on répond à ce type de questions-là dans un module de l'accompagnement. Le lien est en description de la vidéo. C'est notre programme d'accompagnement ici. Et vous avez également pour les débutants, ce que j'appelle le pack du débutant, savoir comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers. Et je vous ai donné un module complémentaire, un module thématique, à savoir maîtriser les rates, comment analyser une rate. Chacun de ces modules vient avec une formation et chaque mois, vous avez droit à un accompagnement. Ensuite, vous avez ici la possibilité de pouvoir rejoindre la watchlist avec les price targets, parce que présentement, l'entreprise, si je la considère comme étant correctement évaluée à 30 livres sterling par action, je viens dans ma watchlist au segment énergie. OK, la watchlist en question, on va juste faire ceci. Groupe, on fait Collapse All. Donc, groupe Collapse All. Donc, je viens ici, énergie. J'ai rajouté Shell. Je viens là. Je prends Shell. Je rajoute au target. OK. Je pourrais même l'ajouter même par rapport au dividende ici. Pourquoi pas. Donc, je la mets juste ici. Et je reviens à ces niveaux. Comme ça, Shell apparaît devant nous et je vais pouvoir modifier le prix. À peu près à 30 livres sterling. Ce qui veut dire que quand je vais regarder du Shell, oui, je verrai que l'entreprise est correctement évaluée, mais je pourrais également identifier le PER en N+3 et tout ce qui est en dessous de 15 pourrait être intéressant. Donc, Shell, Total Energy, Exxon, Chevron, mais c'est 15 fois les bénéfices attendus en 2026. Et généralement, ces attentes-là sont très élevées. C'est la raison pour laquelle il faut au moins normaliser les résultats. Mais Shell, dans son secteur d'activité, mérite d'avoir une place dans ma watchlist. D'accord? Donc, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium,
le service d'accompagnement ici, ainsi que le pack du débutant. Et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.